Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Très honorée de participer à cette belle session en présence d'orateurs et de modérateurs prestigieux. Donc, on m'a confié la tâche de parler de la phyta aortique dans le cadre de la maladie amyloïdectasiante. Je n'ai pas de conflit d'intérêt en dehors du fait que je ne suis pas chirurgien et je vais parler d'indications chirurgicales. Donc, la phyta aortique dans la maladie amyloïdectasiante, comme vous le savez, la phyta aortique peut être causée par une atteinte primitive de la valve, mais également par une atteinte de la géométrie de l'aorte ascendante. Le concept de maladie amyloïdectasiante est ancien, donc il remonte aux années 60. C'est une dystrophie anévrismale de l'aorte ascendante, principalement et souvent du sinus de Valsalva, mais pas que, qui va inclure l'anneau et la valve aortique. Et ce concept ancien a connu un renouveau du fait de l'essor de l'aplastie aortique, et nous allons le voir. Il y a une particularité évolutive, c'est qu'on va avoir à la fois l'impact sur le ventricule gauche, mais également les complications liées à l'anévrisme de l'aorte ascendante. Sur le plan épidémiologique, la phyta aortique est une valvulopathie rare, 5% dans le dernier registre européen, 2019, et avec des étiologies qui sont dominées par les atteintes dégénératives et congénitales. Il en est tout à fait autrement chez nous. Ici, on a repris une série du service, sur 10 ans, près de 3500 patients, la moitié sont valvulaires. Nous avons 110 phyta aortiques importantes, pures. Dans 2 tiers des cas, l'étiologie est rhumatismale. Un patient sur 5 a un anévrisme de l'aorte ascendante. Un petit rappel anatomique, juste pour dire que, comme vous le savez, nous n'avons pas pour la valve aortique un anneau anatomique à proprement parler comme pour la valve mitrale. En fait, l'anneau, c'est la racine de l'aorte et il faut à la fois l'intégrité de cet anneau virtuel qu'on mesure à l'écho au point d'abaissement des valves, mais aussi des sinus de Valsalva, de la jonction sinotubaire, et tous ces éléments doivent obéir à une géométrie précise pour qu'on ait une continence de la valve. Deuxième concept, c'est que la jonction sinotubaire sert de ligne de démarcation pour séparer l'aorte tubulaire de la racine de l'aorte, et nous allons voir que ceci a une implication sur la prise en charge et la chirurgie. Alors, la phyta aortique a été classée par l'équipe Delcoury en calquant la classification de Carpentier sur la mitrale en 3 types. Donc, le type 3, comme pour la mitrale, ce sont les valves restrictives, et ici, vous en avez un exemple. Le type 2, ce sont les prolapsus, et le type 1, c'est l'ensemble des dilatations harmonieuses de l'aorte ascendante, et nous y reviendrons un petit peu plus tard. L'évaluation de la phyta aortique, on en a déjà parlé dans la présentation précédente, donc je ne vais pas y revenir. Le compte-rendu doit inclure, en plus des symptômes qui sont importants pour la décision chirurgicale, l'évaluation à la fois de la valve et de la racine de l'aorte. Donc l'impact devra être notifié en amont et en aval, et tout ceci pour arriver en fin de compte-rendu à juger de la faisabilité d'une plastie. Donc à l'échocardiographie, il faudra noter faire une analyse morphologique qui sera faite en diastole en utilisant le zoom. Donc il faudra rapporter le nombre de cusps, de rafets et surtout les commissures, leur fonction, leur nombre et leur orientation. Donc ici, c'est la classification de Sievers, même si actuellement on s'intéresse plus au nombre de commissures qu'au nombre de rafets. Là, vous avez un exemple d'une valve qui est bicuspidie de type 0, absence de rafet. La forme la plus fréquente, c'est la bicuspidie de type 1, donc avec un rafet, 2 commissures fonctionnelles. Et les valves monocuspes de réparation beaucoup plus difficiles, qui sont plus rares, et enfin, beaucoup plus rarement, on peut avoir des valves quadricuspes. Il faudra noter également en échographie la direction et l'origine du jet, de la phyta aortique. Ici, vous avez une fuite centrale sur une dilatation de l'aorte ascendante de type 1B. Ici, une fuite excentrée, un type 2 sur prolapsus. Ici, une fuite qui était sur dilatation de l'aorte, pour vous montrer qu'il faut voir si la fuite arrive jusqu'aux commissures, ce qui pourrait traduire la présence de fenestration. Nous allons voir l'importance de cet élément plus tard.
La quantification devra obéir à une approche intégrative, mais ça, vous l'avez vu dans la présentation, dans la première présentation. Une petite remarque, quand nous savons l'importance des paramètres quantitatifs, donc c'était un petit peu déconcertant de voir que dans le registre européen, donc publié en 2019, chez les patients donc envoyés en chirurgie, seuls 41% d'entre eux avaient eu une analyse quantitative. Alors, concernant les mesures de l'aorte ascendante, elles devront être faites en parasternal grand aste à l'échocardiographie, en préconisant donc la mesure bord d'attaque à bord d'attaque. Donc ici, une étude du Chase qui a comparé les différentes mesures échographiques aux mesures en IRM et au scanner, qui a bien démontré que la méthode de mesure en échocardiographie la mieux corrélée aux mesures en imagerie, c'était la mesure bord d'attaque, qui inclut donc une paroi en excluant l'autre paroi. Il faudra visualiser l'aorte ascendante, essayer de la visualiser sur 4 cm et faire la mesure en diastole, sauf pour l'anneau qui sera mesuré en systole. Les recommandations donc, indiquent d'avoir recours à une imagerie lorsqu'on constate qu'il y a une dilatation de l'aorte ascendante ou lorsqu'on n'arrive pas à suivre l'aorte sur plus de 4 cm. Le fait d'avoir recours à l'imagerie va nous permettre d'avoir une idée sur toute l'aorte. Il faudra faire les mesures donc, sur des coupes transversales, mais en étant sûr d'être perpendiculaire à l'axe de l'anneau, parce que sinon on risque en faisant des mesures donc comme ça non perpendiculaires de majorer les diamètres. Les mesures seront faites en diastole, ce qui suppose qu'on va avoir un scanner synchronisé. Et concernant les sinus de Valsalva, donc il est conseillé de faire des mesures de sinus à sinus et non de sinus à commissure. Ce sont les mesures sinus à sinus qui sont le mieux corrélées aux mesures en parasternal grand axe en échocardiographie. Donc un mot sur l'IRM pour dire qu'elle peut permettre, en plus du suivi de ces patients, et notamment elle n'est pas irradiante, donc ce serait la méthode préférentielle d'imagerie pour le suivi de ces patients. Alors quand même, à noter que si on demande à l'IRM de quantifier aussi la fuite aortique, il faudra noter que lorsqu'il s'agit d'une déformation de la racine de l'aorte, du fait que la mesure sera faite sur un orifice qui n'est plus circulaire, eh bien, il y aura une diminution de cette performance uniquement donc, dans le cadre de dilatation de la racine de l'aorte pour la mesure de la fuite aortique en IRM. Ce qui est très important donc de retenir, c'est que lorsqu'on va suivre ces patients, quelle que soit la méthode de mesure et de suivi, il faudrait que ça soit fait donc, par le même opérateur, par la même machine de préférence, donc même technique, pour le suivi de ces patients. On en arrive à la classification d'El-Khoury donc pour les types 1 qui nous intéressent. 3 morphotypes pour le type 1. Donc le type 1A, c'est l'anévrisme de l'aorte au-dessus de la jonction sinotubaire qui va épargner les sinus de Valsalva, comme dans cet exemple. Ensuite, le type 1B, ça va être un anévrisme qui va inclure les sinus de Valsalva. Et c'est intéressant parce que c'est une classification qui reprend aussi, qui est corrélée à l'étiologie, puisque ce type 1A, qui est moins fréquent, c'est le type des sujets âgés, hypertendus, alors qu'ici, c'est plus les sujets jeunes avec maladie du tissu conjonctif. Et enfin, plus rarement, on a la dilatation isolée de l'anneau qui représente le type 1C avec un G qui est souvent central. Alors, concernant les indications chirurgicales, les indications sur les fuites aortiques, on les a vues et se feront sur les symptômes et sur le retentissement ventriculaire gauche. Maintenant, sur la racine de l'aorte, il est recommandé en classe 1 d'intervenir chez les marfans lorsque le diamètre est au-dessus de 50 mm. En classe 2, toujours chez les marfans, au-dessus de 45 mm en présence de facteurs de risque. Pareil pour les bicuspidies, au-delà de 50 mm s'il existe des facteurs de risque ou une coarctation. Pour toutes les autres étiologies idiopathiques de dilatation de l'aorte, le cutoff sera de 55 mm. Alors, ces facteurs de risque, ce sont des facteurs de fragilité de la paroi aortique, donc on ne se base pas uniquement sur des diamètres. Ces facteurs, vous les connaissez, c'est une histoire familiale ou un antécédent personnel de dissection, une hypertension artérielle pour le marfan et la bicuspidie, une fuite aortique sévère, un désir de grossesse et une progression rapide de plus de 3 mm par an. Alors, ce seuil de 3 mm par an est un petit peu proche
des variabilités de mesure au niveau de l'imagerie scanner IRM, et c'est pour ça que les Américains ont proposé un seuil plutôt de 5 mm par an pour juger d'une progression rapide. Alors, une dernière remarque concernant ces indications, c'est que dans les recommandations, on utilise le même cutoff, que ce soit pour la racine de l'aorte ou pour l'aorte tubulaire. Or, nous savons que le risque opératoire est beaucoup plus faible lorsqu'on agit uniquement sur l'aorte tubulaire. Donc, peut-être que dans l'avenir, les recommandations s'intéresseront donc aux différents types, morphotypes de l'aorte pour fixer les cutoffs. Bien sûr, toujours privilégier la réparation à chaque fois que c'est possible. Maintenant, si notre patient n'a pas encore atteint les cutoffs chirurgicaux, à quelle fréquence les surveiller? Donc, classiquement, une fréquence annuelle. Cependant, lorsque les diamètres sont au-delà de 45 mm, que l'indication n'est pas posée, donc notamment dans les formes idiopathiques, et que la progression est rapide, il est conseillé de surveiller de manière plus rapprochée. Une équipe australienne a notamment essayé d'établir un score de risque basé sur le type d'aortopathie, sur l'âge lors du diagnostic de l'anévrisme et sur les antécédents familiaux de dissection. Et si ce score n'est pas validé encore, il permet au moins de surveiller de manière plus rapprochée les patients qui sont à risque intermédiaire ou élevé. J'insiste aussi sur le screening des apparentés de premier degré dans les formes génétiques, y compris la bicuspidie. Alors, les techniques chirurgicales, je ne vais pas m'attarder dessus, puisque M. Lansac va en parler largement. Le principe, c'est de remplacer l'aorte pathologique, donc ce soit par des techniques, donc en essayant bien sûr de réparer la valve à chaque fois que c'est possible, que ce soit par des techniques d'inclusion, c'est le Tyron-David, ou par des techniques de remodeling avec annuloplastie. Quand ce n'est pas possible, la technique de référence sera donc le tube valvé, c'est-à-dire le Bentall. Alors, un point essentiel, c'est l'évaluation préopératoire de la réparabilité, de la faisabilité de cette plastie. Et ici, donc, c'est tout l'intérêt de l'ETO 3D. L'idée étant de faire un compte-rendu sur mesure pour pouvoir parler le même langage avec le chirurgien. Donc, en plus des mesures déjà décrites, notamment celle de l'anneau qui, lorsqu'il va être au-dessus de 25 mm, va indiquer une annuloplastie. Le TO3D va permettre de bien étudier les commissures, notamment lorsque on a une asymétrie des commissures avec un angle inférieur à 160 degrés, ce qui est souvent le cas dans les bicuspidies, donc avec un rafé. Il faudra prévoir une restauration de la symétrie des commissures en péropératoire. Donc, le TO va bien sûr permettre d'analyser donc les cusps, leurs caractéristiques, mais également et surtout de nous donner une idée sur la qualité et la quantité du tissu valvaire qui représente un critère très important pour la faisabilité de la plastie. Ainsi, il y a un paramètre essentiel qui est la mesure de la hauteur effective, qui est la distance entre la base de l'anneau et le sommet de la coaptation valvaire. Pour cela, donc, on va avoir une acquisition de volume en 3D et il faudra se mettre dans l'axe de la commissure, donc opposé à la cusp qu'on étudie. Il faudra donc mesurer cette hauteur effective cusp par cusp, et c'est bien pour ça que ce n'est pas possible en 2D, avec une indication de resuspension des cusps en péropératoire si cette hauteur effective est inférieure à 9 mm. Alors, cette évaluation en ETO doit aussi comprendre la description de l'existence de fenestration, qui sont de petites lucarnes du bord libre des valves, du côté donc des commissures, qui, lorsqu'elles existent et qu'elles sont importantes, peuvent compliquer la réparation valvulaire. Donc, au terme de cette analyse, on pourra juger de la stratégie opératoire. Bien sûr, plastie tant que possible, elle est théoriquement possible chez tous les malades qui n'ont pas une rétraction valvaire importante, mais il faudra tenir compte de l'âge du patient, de la complexité des lésions valvaires, de la dysfonction ventriculaire gauche et de, bien sûr, l'existence d'un centre expert pour ces plasties. Une plastie réussie, c'est une plastie sans fuite résiduelle, sans restriction valvaire et sans gradient sur la valve aortique, et avec des déterminants à moyen et à long terme que seront la hauteur de coaptation au-delà de 4 mm et aussi cette hauteur effective au-delà de 9 mm. Donc au final, pour le type donc 1A, il s'agit de faire un remplacement de l'aorte tubulaire
avec annuloplastie. Pour le type 1C, ce sera une annuloplastie simple. Et pour le type 1B, si la valve est réparable, on va aller sur des techniques, comme on l'a vu, de Tyrone David ou de Yacoub, avec annuloplastie. Si la valve n'est pas réparable et que le sujet et le patient est jeune, certains centres proposent donc un ROS. Et sinon, donc la technique de référence sera le Bentall. Cette plaque est pour vous montrer donc l'essor de la plastie, puisqu'on passe d'une fréquence de 1,7% à 20% de plastie utilisée dans le dernier registre européen donc publié en 2019. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est dans nos contrées? Donc, j'ai intitulé la plaque « Est-ce que la vie est possible sans plastie ?» Donc, chez nous, dans la série du service, le profil des patients est un petit peu différent, avec une étiologie rhumatismale, on l'a vu, qui est prédominante. La moitié des patients arrivent en dysfonction VG sévère avec des aortes ectasiques. Donc ici, l'exemple d'un patient qui avait donc une aorte ascendante à plus de 100 mm avec une dysfonction VG sévère. Donc il y a eu un Bentall, l'ensemble de nos patients ont eu un Bentall avec donc un follow-up à 8 ans qui est correct. La survie sans événement à 4 ans dans notre série est très honorable, elle est de 92%. Ensuite, un deuxième exemple juste avant de conclure, un patient jeune de 26 ans avec un aspect marfanoïde, un antécédent de RCH évolutive et une notion de douleur thoracique 3 mois auparavant négligée qui arrive avec une dyspnée importante. Donc ici, vous voyez son échocardiographie avec cet anévrisme donc, de type 1B, incriminant donc, les sinus de Valsalva qui sont dilatés, une fuite aortique qui est massive, qui est centrale. Donc ici, donc, vous voyez un petit axe, cette fuite aortique avec une dilatation de l'aorte ascendante à 87 mm. Le patient est en dysfonction VG sévère avec donc une FE calculée au Simpson biplan à 26%, un VG dilaté. Et ici, donc, vous voyez un trait de dissection. Donc, sur l'aorte descendante qu'on voit bien en incidence suprasternale. Alors, le staph, donc, pardon, ici, je vous montre son scanner avec cette ectasie de l'aorte ascendante et le trait de dissection qui est visible ici au niveau de la crosse de l'aorte. Le staff médico-chirurgical a donc décidé qu'on allait réaliser un Bentall avec bioprothèse vu l'antécédent de RCH évolutive. Ici, je vous montre les images péropératoires avec donc cet anévrisme géant de l'aorte ascendante. Ici, donc, le Bentall avec l'étape de réimplantation des coronaires. Le patient, avec un follow-up de 2 ans, se porte bien. En conclusion, la fuite aortique donc, associée à l'anévrisme de l'aorte ascendante a pour particularité évolutive à la fois donc l'impact sur le ventricule gauche, mais aussi les complications liées à l'anévrisme de l'aorte ascendante. L'évaluation préopératoire doit comprendre un protocole échocardiographique sur mesure, ainsi qu'une imagerie complète. Les décisions doivent se prendre dans un heart team pour pouvoir donc adopter la meilleure décision et la meilleure stratégie chirurgicale. La plastie dans les recommandations est indiquée pour les patients jeunes, pour des fuites aortiques de type 1 et 2, avec des valves de manière préférable, des valves non restrictives et surtout entre les mains d'une équipe expérimentée. Pour tous les autres cas, le Bentall reste le traitement de référence et il faut insister chez nous pour le screening systématique, donc chez tout patient venu pour bilan d'une fuite aortique, pour tout patient hypertendu, pour les apparentés de premier degré, afin de pouvoir détecter de manière précoce ces anévrismes de l'aorte ascendante et d'espérer une meilleure prise en charge de nos patients. Je vous remercie.